Dans cette vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, on résout maintenant une situation de la section 1.2 de Séguin, la situation 2 qui s'intitule La superposition des forces en deux dimensions et dont on peut prendre connaissance à la page 24 de Séguin. Après la première lecture, on s'aperçoit qu'on va avoir à calculer des forces électriques sur un système de particules et tout ça en deux dimensions, donc dans un plan XY. Plusieurs particules, donc le plus facile pour présenter les données du problème, souvent, c'est de se bâtir un tableau. Pour chacune des particules, bon, y étant chacune des particules, je vais connaître sa charge et sa position XY. La première particule, on me disait que c'était une plus 1 microcoulomb, située à l'origine du plan XY. La deuxième particule, une plus 2 microcoulomb, située à 4, 0. La troisième, une moins 3, située à 4, 3. Et finalement, la dernière particule, une moins 4, située à 0,3. Et en bout de ligne, on nous demande la force électrique en newton, mais uniquement pour la quatrième particule, donc mon point d'interrogation est ici. Représentation de cette situation-là, évidemment, ça va être un schéma en deux dimensions, donc dans un plan X, Y, dans lequel je vais pouvoir situer mes différentes particules. Ma particule QA, je vais la situer à l'origine, donc à 0, 0. C'est une particule positive. La particule QB, une plus 2, située à 4, 0. Donc sur l'axe des X, 4 plus loin, puis 0 sur l'axe des Y, c'est QB ici. Je m'aperçois, quoique des fois ça peut être utile de mettre une grosseur qui est proportionnelle à la charge, que souvent ça l'alourdit un dessin dans un plan comme ça. QC, une négative moins 3 microcoulombs située à 4, 3. Donc j'avance de 4 sur l'axe des X, de 3 sur l'axe des Y. QC est situé ici. Et finalement, QD également une négative de moins 4 située à 0, 3. Donc en 0 en X, puis en 3 située ici. Prochaine étape sur mon schéma, c'est d'identifier la variable que je recherche, qui va être le FE, la force électrique résultante sur la particule D. La seule façon de calculer ça, c'est de décomposer en appliquant le principe de superposition. Dire, je vais faire comme si il y aurait juste la particule A et D, comme si il y aurait juste la particule B et D, comme si il y aurait juste la particule C et D, et je vais additionner les trois forces, les contributions des trois particules pour avoir la résultante totale. Donc, je vais plutôt illustrer chacune de ces trois forces-là. Donc, A sur D moins plus la particule A va agir sur la particule D en l'attirant. Longueur exacte du vecteur, je ne la connais pas. Donc ça, c'est ma force électrique de A qui agit sur D. B qui agit sur D, B c'est une positive, va également l'attirer, donc une force électrique en ligne droite qui est dessinée en arrière ici, et qui va attirer la particule QD. Finalement, la C, comment est-ce qu'elle va agir sur la D? Bien, c'est deux particules négatives. Elle va la repousser. Donc, un vecteur dont je ne connais pas la longueur. Présentement, les longueurs ont probablement été ajustées après que j'ai obtenu les calculs. Sinon, on met des longueurs arbitraires pour l'instant. Donc, c'est FE, C sur D. Et je n'ai pas illustré immédiatement à cette étape-là de ma situation la force électrique D qui va être la somme de ces trois vecteurs-là. Donc, si je ne connais pas la longueur, puis j'ai mis des longueurs arbitraires, je ne sais pas en les additionnant quel va être celui-là qui va dominer dans quelle direction exactement. Donc, comme je viens de le mentionner, il va falloir les additionner. Puis on est dans un problème en deux dimensions. Des vecteurs, ça ne s'additionne pas sous forme vectorielle. Ça s'additionne sous forme de ses composantes. Donc, mon FE D résultant, il va falloir que je commence par calculer FED selon X, FED selon Y, et que je recompose mon vecteur. Donc, la première chose que je vais avoir mis comme formule, ça va être justement cette recomposition-là de vecteurs. Si on a besoin de retrouver comment faire de l'algèbre vectorielle, toutes les formules liées au vecteur se retrouvent dans l'annexe N de mes notes de cours, dans le résumé de l'annexe N. Donc, vous pouvez vérifier qu'est-ce qu'on retrouve sur la première page, mais la recomposition et la décomposition de vecteurs se retrouvent à la deuxième page pour des vecteurs en deux dimensions.
Donc, à partir des deux composantes, quand je veux retrouver le module, ça va être la formule qui va être ici, que je vais utiliser dans ma solution. Et on va également travailler là, avec l'orientation du vecteur, parce que quand on veut le dessiner, on veut savoir dans quelle orientation il est. Je vais probablement et très souvent utiliser aussi justement comment décomposer selon X, comment décomposer selon Y. Je vous rappelle que par définition, mon angle que j'utilise dans ces formules-là, c'est toujours un angle mesuré par rapport à l'horizontale droite, par rapport à la position conventionnelle de l'axe des X. Donc, je vais toujours mesurer mon angle par rapport à l'axe des X, sens positif, sens antihoraire. De retour à mon problème, la première formule que je vais donc avoir utilisée, c'est de préciser que mon FE va se calculer à partir du module d'un vecteur. Donc, je vais prendre la racine de sa composante selon X et de sa composante selon Y. Et ça me donne une équation que je ne connais rien, donc 3 inconnus. Mais évidemment, je sais que je vais commencer par calculer la composante selon X en utilisant le principe de superposition, puis je vais calculer la composante selon Y en utilisant le principe de superposition. Donc, on s'en va dans le résumé du chapitre 26 et on réécrit exactement ce qui est donné pour les deux principes de superposition, qui sont donnés pour la lettre A. On les réécrit tels que dans le résumé, mais dans le fond, moi, je vais l'appliquer à la lettre D, à la particule D, donc FEDX et FEDY. Donc, FEDX va être constitué de l'influence de 3 autres particules. L'influence de A, A attire par en bas, le vecteur qui est en arrière ici, n'a aucune contribution sur l'axe des X. Donc, FEDX, ou FEA sur D, va être égal à 0. La deuxième influence va être l'influence de B. Donc, je vais avoir force électrique B sur A selon l'axe des X. Selon l'axe des X, je suis en diagonale. Donc, j'ai une partie en X, une partie en Y. Je vais devoir le calculer comme tel. Donc, je ne suis pas capable de le remplacer ni par 0, ni par une valeur 100% positive ou négative. La troisième contribution, parce que j'ai 3 particules, ça va être la contribution de la force électrique créée par C sur D selon X. Évidemment, cette force-là, quand je la regarde, elle est à 100% sur l'axe des X. Elle va avoir aucune contribution à Y et elle a 100% de contribution sur l'axe des X, mais 100% négatif. Donc déjà, je peux savoir que je vais prendre le module ici, puis je vais mettre un signe moins. Donc je peux enlever le petit x qui est ici en disant, je vais prendre moins FEC sur D. Attention, très important, vous voyez, quand ils sont à 100% sur un axe, je peux enlever le petit x en mettant un signe plus ou moins. Quand ils sont en diagonale, comme celle-ci, je ne peux pas arriver et dire, ça va être un moins sur l'axe des x. Je sais que ça va être une moins sur l'axe des x, mais ce moins-là va apparaître quand on va faire notre cos de l'angle. Donc ici, là, je ne remplace pas par moins au même titre qu'ici. Quand je continue à travailler avec l'angle, je continue à écrire x et l'angle va apparaître quand je vais mettre pas l'angle, mais le signe va apparaître quand je vais mettre l'angle. Donc ici, il n'y a pas de signe qui est venu. Fait qu'il y a 2 façons de résoudre un vecteur, soit qui est à 100% positif ou négatif, puis je vais le résoudre comme ça, ou soit que je vais être obligé de le résoudre par l'angle, puis je ne mets pas de signe. La composante en Y, ça va être un peu similaire comme analyse. Je vais avoir les 3 mêmes composantes que j'ai ici, mais selon Y. Et je fais mon analyse après ça, FED selon Y. Bon, l'influence de A sur D, c'est le petit vecteur qui est en arrière ici. Il est à 100% sur l'axe des Y, mais négatif. Donc lui, je peux le traiter comme ma méthode où je mets un signe moins et que je peux enlever le petit Y. Je vous rappelle qu'on fait la somme, vous voyez, il y a des plus partout. Fait que les signes, c'est quand on traite le vecteur comme tel. B sur D, c'est celui-là qui était en diagonale, donc lui, j'ai la même problématique que je n'ai pas à traiter le signe va apparaître quand je vais tenir compte de l'angle. Et C sur D,
elle était à 100% sur l'axe des x, donc à 0% sur l'axe des y. Ce sont mes deuxième et troisième équations, mais j'ai rajouté 2 inconnus de plus, je suis rendu à 5, et 2 autres inconnus de plus, je suis rendu à 7 inconnus. Donc, ça ne sera pas un problème simple, c'est certain. Il y a mes 2 composantes que je dois calculer en tenant compte de l'angle. Donc, on était dans le résumé tout à l'heure sur les vecteurs. Donc, le A, pas le A, mais la composante selon x se calcule comme on l'a vu sur le résumé. Donc, je le prends tel quel sur le résumé, puis la composante AY se calcule comme ça. Donc, je vais les appliquer à mon problème pour calculer FE BD sur X. Donc, ça va être son module, FEB sur D, le cos, et là, ça va me prendre l'angle du vecteur qui est ici et qui se calcule par rapport à l'axe des X conventionnel, l'orientation de l'axe des X. Donc, pour moi, l'angle que j'ai besoin de mettre dans la formule ici, ça serait l'angle, le grand angle que j'ai ici, que j'ai probablement là, identifié comme étant θ ici. Donc, c'est un angle qui se mesure de cette façon-là. Donc, que je retrouve ici. Évidemment, la composante selon Y, très similaire, c'est FEBD. C'est le FEBD sur Y que j'ai besoin ici. Donc, c'est son module. Donc, là, il n'y a plus de Y, il n'y a plus de signe. Fois le sinus, évidemment, du même angle sur le dessin. Donc, quatrième équation et cinquième équation, mais mon angle n'est pas donné comme tel dans le problème. Donc, nouvelle inconnue. Je suis rendu à 8 inconnus. Et le module n'est pas calculé encore, n'est pas donné. Donc, 9e inconnu. Bon, il y a déjà 3 inconnus que je sais que je vais pouvoir calculer assez rapidement quand j'ai des forces électriques, puis que j'ai réussi à enlever les petits x, y. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais pouvoir prendre la loi de Coulomb pour les calculer. Donc, ça va déjà me donner 3 équations de plus. Il y a l'angle que je ne connais pas, puis là, il va falloir que je fasse de la géométrie en haut, de la trigonométrie pour trouver quelle est la valeur de l'angle θ ici. Donc, je dois identifier ma stratégie. Souvent, on va travailler des triangles, exemple. Puis dans ce cas-ci, évidemment, j'ai un triangle dont je fais le tour présentement et que je connais 2 côtés de ce triangle-là, c'est 4 et c'est 3. Donc, ça me permet de calculer tous les angles qu'il y a dans ce triangle-là. Évidemment, le θ, ce n'est pas l'angle dans le coin ici. Le θ, c'est tout ce grand angle-là. Mais le θ, ça va être 360 degrés moins le petit angle qu'il y a ici. Puis ce petit angle-là, lui, est dans mon triangle et dans le coin ici, là, angle opposé par le sommet. Angle alterne-interne, plutôt que je devrais dire. Donc, le petit angle dans le triangle ici, c'est le petit angle qui est ici. Et quand je vais le connaître, ben, je peux faire 360 moins ce petit angle-là, puis ça va me donner mon angle θ que j'ai besoin dans ma formule. Donc, au niveau stratégie, je vais dire que mon angle θ est égal à 360 degrés moins le petit angle. Et le petit angle, je peux utiliser de la géométrie pour le trouver. Géométrie d'un triangle. Donc, je connais les 2 côtés du triangle par rapport à cet angle-là. Donc, il y a la tangente θ, côté opposé sur côté adjacent, qui va me permettre de le résoudre. Lorsqu'on a un blanc de mémoire avec la trigonométrie, l'annexe à consulter, c'est l'annexe L, les fonctions trigonométriques. Donc, la définition du sin, du cos, du tangente. Donc, vous pouvez prendre connaissance de ce qu'il y a à cet endroit-là. Mais dans ce cas-ci, je voulais travailler avec la tangente de mon triangle rectangle, la formule qui est ici. Donc, de retour à mon problème, on voulait une formule pour calculer le petit angle. Donc, la formule que j'ai décidé d'utiliser, qu'on vient d'aller voir, c'est tangente θ est égale à opposé sur adjacent. Mon côté opposé dans ce problème-là, c'est 3. Mon côté adjacent, c'est 4. 7e équation, évidemment, on avait rajouté la 10e inconnue θ1. Je peux l'exprimer sous forme de variable, si jamais je veux faire un développement mathématique pour trouver une formule globale. On disait qu'il manquait 3 équations. Hein, quand on a tout calculé nos affaires, on est à 7 équations, 10 inconnues. 3 équations, mais c'est mes 3 FE. Donc, je suis prêt à m'attaquer avec la loi de Coulomb, que je vais chercher dans le résumé du chapitre 26 au besoin et que je vais appliquer pour les 3 combinaisons de particules qu'on avait. Donc, A sur D, ça va être K, QA, QB, qui sont des valeurs connues. Donc, numériquement, je peux l'écrire immédiatement ou l'écrire avec des symboles.
qu'on a ici. Évidemment, on s'aperçoit que c'était tous des chiffres, donc quelqu'un aurait pu prendre une calculatrice puis le calculer immédiatement. Mais moi, je vais le calculer globalement à la fin. On continue à la page suivante. On va calculer une deuxième force électrique, mais cette fois-ci C sur D. Donc, quand on met nos chiffres, on s'aperçoit que tout est connu. La valeur de K, la valeur des deux QC, QD. Et la distance, on est capable de l'analyser dans le problème. Il y en avait une particule à 0 puis une particule située à 4. On est en train de faire entre C et D. Donc, si je veux connaître la distance qu'il y a ici, d'ailleurs, sur le dessin, je vais rajouter mes distances. Ça, c'est le RCD que j'ai besoin d'une formule. Puis ça, c'est le RAD que j'avais besoin dans la formule justement précédente. Bien, si je réalise, c'est justement une distance ici. Ici, je réalise que c'est une distance de 4. Donc, c'est soit 0 moins 4 ou 4 moins 0, là, dépendant dans quel sens que je vais l'avoir précisé. Mais mis au carré, de toute façon, ça ne change absolument rien. Donc, soit que j'ai mis tout simplement des symboles, des variables, si je veux le résoudre sans chiffres, où on réalisait qu'on avait encore une fois toutes les valeurs, que ce serait même déjà possible de le calculer. La troisième force électrique, ça va être B sur D. FE B sur D, donc on connaît la valeur de K, on connaît la valeur des deux particules QB, QD, mais là, je ne connais pas aussi directement que tout à l'heure ma distance entre ces deux particules-là, B et D, parce que ça va être la diagonale d'un triangle. Tantôt, c'était facile à déduire à partir des coordonnées, quoique on a choisi des chiffres faciles, ça va être assez facile aussi de le trouver, mais j'ai besoin de cette distance-là, la distance l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc ici, ça me rajoute une nouvelle inconnue. Je suis rendu à 10 équations, 11 inconnues. Ça me rajoute une petite inconnue que je vais pouvoir calculer avec le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore qu'on a mis à quelque part dans les résumés. Le théorème de Pythagore dans les triangles, c'est de la géométrie, puis c'est de la géométrie de base. Là. Il n'y a pas de initialement d'angle, c'est pas de la trigonométrie comme telle. Donc, on le retrouve ici en bas de la première page, C carré est égal à A carré plus B carré. Donc, je vais ramener ça dans ma démarche complète. Ce que je retrouve ici. Et je vais l'appliquer à mon problème. Évidemment, rapidement, je pourrais déjà travailler avec des chiffres. Dire que mon hypoténuse au carré, c'est justement la valeur que je cherche, est égale le côté A. Ben, c'est un des côtés du triangle, donc il y en a un qui est à 4, puis il y en a un qui est à 3. Là. Vous pouvez retourner sur le dessin pour bien le voir. Donc ici, entre les deux, là, je l'avais mis de façon, encore une fois, plus des symboles pour pouvoir le traiter au besoin avec les symboles. Évidemment, quand on a des chiffres partout, on pourrait assez rapidement le calculer, mais ça, c'est mon triangle 3, 4, 5 typique. 5 au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Donc, je pourrais déjà calculer la réponse. Mais je suis à 11 équations, 11 inconnues. Le problème est fini pour moi. On reviendra en classe. Faites-moi le penser au besoin là, de vous expliquer là, par rapport à l'examen qu'est-ce qu'on aurait besoin de mettre et de présenter là, pour ce genre de problème-là. Évidemment, c'est un problème très long à faire, donc très dur à mettre à l'examen. J'ai une façon particulière de mettre ces problèmes-là à l'examen. Rappelez-moi de vous en parler. J'avais oublié de décacher la ligne où je gardais exclusivement les symboles. Évidemment, je pourrais faire les mathématiques de tout ça avec les symboles ou j'utilise la calculatrice scientifique et elle va me retourner toutes les réponses. Évidemment, 11 équations, 11 inconnues, c'est très complexe à programmer dans une calculatrice scientifique programmable. Surtout quand l'outil ne permet que de programmer 6 équations, mais personnellement, je l'utilise tellement que j'ai trouvé des outils, des façons de faire qui me permettent là, de monter jusqu'à 11 équations, 11 inconnues, et qu'elle me retourne là, les 11 paramètres que j'ai retranscrits ici dans ma solution. Ou si je veux le faire de façon conventionnelle, c'est possible là, de travailler chacune des équations. C'est un problème qui est complexe, évidemment. Souvent, dans ce temps-là, quand j'ai de l'algèbre vectorielle à faire, juste pour votre information, c'est possible des fois qu'à travers ma solution mathématique, je présente ça sous forme d'un tableau comme ça, dans le sens que quand on fait de l'algèbre vectorielle, on se promène souvent entre la forme polaire et forme cartésienne, ici XY, puis ici module et angle. Donc, mon algèbre vectorielle que j'avais à faire ici, c'était d'additionner 3 vecteurs.
pour me donner le vecteur résultant, donc A sur D, B sur D. Donc ça, c'est la partie vectorielle de mon algèbre vectorielle. Et forme polaire, ben, je l'ai dit, c'est module et angle, avec les formules que l'on prend qui sont tirées du formulaire. Les formules cartésiennes, ben, c'est de travailler ça sous forme de AX, AY, avec les deux formules pour trouver les composantes. Quand je veux faire de l'algèbre vectorielle, ben, l'algèbre vectorielle, je suis obligé de décomposer mon problème puis travailler sur la forme cartésienne. Je ne peux pas faire d'addition du point de vue vectoriel ni du point de vue polaire. Donc, il faut que j'aille calculer mes 3 FE en composante X, Y. Donc, A sur D, c'était celle qui était dirigée vers le bas. Donc, si on a calculé le FA A sur D, ben, il était 0 en X puis moins 4 en Y. L'autre facile, c'était C sur D. Lui, il était vers l'arrière sur l'axe des X, donc 0 en X, en Y, excusez. Puis en X, ben, on peut calculer la loi de Coulomb nous donnait 6,75. B sur D, c'était lui qui était particulier. La loi de Coulomb nous donne le module. Donc, si on fait les calculs au fur et à mesure, on arriverait ici avec un module de 2,88. Puis, on était capable de déterminer l'angle aussi. On avait toute la géométrie pour trouver son angle. Fait il y en a que je connais le composant X, puis il y en a que je connais le forme polaire, mais il faut que je ramène ça dans tous ici pour pouvoir faire les additions. Donc là, c'est le 2,88 fois le cos qui va me donner une composante selon X. Le 2,88 fois le sinus de l'angle qui va me donner une composante selon Y. Et quand je connais toutes mes composantes selon X, je peux les additionner. Toutes mes composantes selon Y, je peux les additionner. Évidemment, ici, ça n'avait pas d'intérêt. Puis, un coup que je connais à la fois la composante X et Y, je peux les recomposer. On utilise les formules qu'on a en haut ici pour retrouver le module de la résultante et l'angle de la résultante. Donc, quelqu'un pourrait aussi le travailler de cette façon-là, le voir de cette façon-là. Mais ça, c'est le développement mathématique complet. Évidemment, avec la calculatrice, j'ai même plus à me préoccuper de faire ce genre de choses-là.